Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de ce journal. Au Togo, Faure Gnassingbé reconduit pour un 4e mandat dès le premier tour de l'élection de samedi. Le président sortant a été réélu selon la CENI avec 72,36% des suffrages exprimés. Une victoire contestée par l'opposition. Nous ferons le point avec Herman Ungbo, notre envoyé spécial à Lomé. Dans ce journal, nous reviendrons en RCA sur cette condamnation aux travaux forcés à perpétuité de 5 chefs miliciens anti-Balaka, responsables de massacres qui ont fait au moins 72 morts. C'était en mai 2017 à Bagazou. Alors que le coronavirus continue de faire des victimes en Chine et de semer l'inquiétude en Corée du Sud et en Italie, l'OMS avertit que les systèmes de santé africains seraient mal équipés pour répondre à une éventuelle épidémie de coronavirus. Bonsoir. Au Togo, Faure Gnassingbé s'offre un 4e mandat à l'issue de l'élection présidentielle organisée samedi. Selon la Commission électorale nationale indépendante, le président sortant a obtenu 72,36% des suffrages exprimés, écartant ainsi l'option d'un second tour face à ses adversaires de l'opposition. Une opposition qui conteste cette victoire et qui exhorte les Togolais à défendre la vérité des urnes. Ce lundi, le calme régnait dans le pays avec à Lomé quelques véhicules de l'armée et des forces de sécurité qui patrouillaient dans les rues et la population vacant à ses occupations. Les précisions avec notre envoyé spécial à Lomé, Irénée Herman Ungbo. Le coup KO annoncé par l'UNIR, l'Union pour la République, a été confirmé par les résultats publiés par la CENI. Le président sortant Faure Gnassingbé est réélu dès le premier tour avec 72,36% des suffrages exprimés. Au vu de tous les résultats centralisés sur la base des procès-verbaux obtenus des commissions électorales locales indépendantes, les CELI, et des commissions électorales d'ambassade indépendantes, les CAI, le candidat du parti Union pour la République UNIR, M. Gnassingbé Sozemna Faure, est proclamé provisoirement élu président de la République togolaise. L'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo n'a recueilli que 18,37% des suffrages selon ses résultats provisoires de la CENI. La CENI se fera diligence pour que ces résultats soient transmis à la Cour constitutionnelle dans les meilleurs délais, dans tous les cas tels que prescrits par le Code électoral, au plus tard 6 jours à partir depuis le scrutin. Donc, ces résultats seront transmis à la Cour constitutionnelle qui a l'autorité finale de la proclamation des résultats définitifs. L'ancien chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre n'a obtenu que 4,35% des voix. Le taux de participation est de 76,63%. C'est pour la première fois dans l'histoire du Togo que la diaspora a pu exprimer son droit de vote. Irénée Herman Ungbo, Lomé, VOA Afrique. Pour parler de cette actualité, retrouvons justement tout de suite notre envoyé spécial sur place, Irénée Herman Ungbo. Vous êtes donc à Lomé au Togo. Bonsoir. Bonsoir, John. Quelle est l'atmosphère qui règne en ce moment à Lomé et partout ailleurs dans le pays? On évoquait tout à l'heure un calme ce matin. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est un calme absolu qui règne à Lomé en ce moment. C'est plutôt une surprise, puisque c'est pour la première fois dans l'histoire des élections présidentielles que Lomé se réveille, sans violence, sans accrochage entre partisans des différentes formations politiques. Souvenez-vous qu'en 2015, c'était des séries de violences qui ont été enregistrées sur l'ensemble du territoire, notamment ici dans la capitale, juste après la proclamation des résultats. Mais cette fois-ci, la vie a repris son cours normal. Les magasins sont de nouveau ouverts, les bars ont repris leur activité et Lomé a retrouvé son quotidien habituel.
Je vous propose d'ailleurs de suivre quelques réactions que nous avons recueillies aujourd'hui dans la ville. Les élections sont bien passées, sauf que les gens ont eu peur et surtout que c'est la même personne qui gagne. Il y a certaines personnes qui ont dû traverser les frontières et autres, donc personne ne veut plus être frappé, ne veut plus écrire sur son portail déjà frappé et autres là. Ce n'est pas les enfants de Bec qui barricadent les rues, ce sont des gens qui viennent un peu partout pour barricader les rues du quartier de Bec. Maintenant là, nous sommes là et puis nous avons dit, maintenant on est là et on verra celui qui viendra faire la barricade après la proclamation du résultat encore. Tout le monde a compris quelque chose parce que c'est la première fois que ce silence règne au Togo. Tout le monde se bagarre pour rien alors qu'on n'obtient aucun résultat de ce dont nous faisons toujours ce lutte. Donc tout le monde a compris qu'on n'a qu'à laisser le monde agir. Donc si un jour, un autre jour, si Dieu veut, ce qui serait mieux, on nous donnera ça. Voilà pour ces réactions. Herman Ungbo, les résultats de cette présidentielle ont très vite été publiés par la CENI. Et l'on a aussi noté cette année, pour la première fois, la participation de la diaspora. Que pouvez-vous nous dire de plus sur ce scrutin ? Là encore, John, c'est une autre surprise, puisqu'on s'attendait aux résultats pour ce soir, mais la CENI a surpris tout le monde. Cela dénote certainement la dynamique démocratique en cours du pays, ce qui peut se justifier aussi accordé à la diaspora togolaise de participer du président de la République. Voilà, quelques soucis donc avec la communication à Lomé. Merci Herman Ungbo. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Lomé au Togo. Direction le Cameroun, où des jeunes ont manifesté devant l'ambassade de France à Yaoundé, s'indignant des propos du président Emmanuel Macron qui a promis de mettre la pression sur son homologue Paul Biya. D'après les forces de l'ordre, entre 400 et 600 jeunes se sont mobilisés à l'entrée de l'ambassade de France. Certains portaient des drapeaux du Cameroun, tandis que d'autres ont brandi des pancartes hostiles au président français. Samedi, lors du Salon de l'agriculture à Paris et réagissant à l'interpellation d'un activiste surnommé Calibri Calibro, Emmanuel Macron avait dénoncé des violations des droits de l'homme intolérables au Cameroun, promettant de mettre la pression sur son homologue camerounais pour mettre fin à cette situation. L'épidémie des pneumonies virales s'accélère avec des bilans en forte hausse de la Corée du Sud où 161 nouvelles contaminations ont été signalées ce lundi. À noter aussi une dégringolade des marchés financiers inquiets pour l'économie mondiale. Pour le moment, selon l'OMS, personne ne souffre du virus sur le continent africain. L'organisation avertit toutefois que les systèmes de santé africains sont mal équipés pour répondre à une éventuelle épidémie. Un commentaire du directeur général de l'OMS lors d'une réunion de l'Union africaine. Donc, je vous propose de suivre les réactions du docteur John Ngengansong, directeur du CDC, et de Amira El Fadil, commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine. Nous sommes confrontés à une menace imminente, une menace sérieuse pour le continent qui nécessite un plaidoyer à la fois technique et politique. Si vraiment nous avons un virus sur le continent et que cela devient un problème plus important, la capacité à fournir des diagnostics en temps opportun pour soutenir ces tests sera toujours limitée. Dans certains États membres, nous avons des institutions de santé publique faibles, des systèmes faibles. Nous avons des lacunes dans les diagnostics, dans les traitements et les mesures que nous devons prendre rapidement. Mais je pense qu'en joignant nos efforts collectifs, comme États membres africains de l'OMS et les efforts conjoints du CDC africain, nous allons pouvoir combler très rapidement les lacunes des capacités de diagnostic sur le continent.
Toujours à propos du coronavirus, des milliers d'Africains sont bloqués en quarantaine à Wuhan et dans la province du Hubei. Des associations de parents ou de familles au Sénégal, au Cameroun et au Kenya ont supplié leur gouvernement de rapatrier leurs proches comme d'autres pays l'ont fait. Malheureusement, de nombreux États se trouvent dans l'incapacité de le faire. Claire Morin-Gibour. Étudiant camerounais à Wuhan, Pavel Kem Senou est le seul Africain à avoir été testé positif pour le coronavirus en Chine. Son père l'a appris à travers un communiqué que l'université a publié en ligne. Un document officiel de l'université qui parlait d'un Africain qui a été affecté. Et directement, je vois la photo. J'ai failli avoir des vertiges. C'est comme si la foudre s'abattait sur moi. Pavel s'est rétabli et il a quitté l'hôpital de Wuhan le 10 février dernier. De retour dans sa chambre d'étudiant, il est maintenant en quarantaine, comme ses camarades. Son père reste inquiet. J'ai l'impression qu'il est fait de roc, qu'il n'a jamais eu de problème grave. Et pour la première fois, il se retrouve qu'il a un problème. 300 étudiants camerounais vivent actuellement en Chine. Le gouvernement a annoncé le 20 février qu'il débloquait une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour les aider. Alain-Georges Bassom, dont les jumeaux de 23 ans étudient en Chine, a fondé une association avec plus d'une vingtaine d'autres parents. Ils ont écrit au président Biya pour demander le rapatriement de leurs enfants. Les autorités doivent prendre la pleine mesure de ce qu'on leur dit. Peut-être qu'ils veulent que les parents se soulèvent, ça finirait par arriver. Il faut qu'ils le sachent. C'est nos enfants qui sont en danger. Ce n'est pas les leurs. Et nous n'accepterons pas que nos enfants soient sacrifiés pour rien. Les autorités ont le devoir de protéger tous les citoyens. S'ils ont signé les conventions avec les pays étrangers, c'était pour ça. Nos enfants sont des ressortissants camerounais. Et c'est eux, les leaders de demain. Qu'est-ce qui vont nous succéder si on décide de les abandonner à leur sort? Aucun pays d'Afrique subsaharienne n'a pour le moment rapatrié ses ressortissants de Chine. Également dans l'actualité, les habitants de Bangassou, une ville située dans le sud-est de la République centrafricaine, vivent encore avec le traumatisme des massacres de mai 2017. Un groupe de miliciens chrétiens anti-Balaka avait pris d'assaut la ville et tué au moins 72 civils musulmans et 12 casques bleus en quelques jours selon l'ONU. 3 ans après les tueries, 5 chefs anti-Balaka ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité après avoir été reconnus coupables de crimes contre l'humanité par un tribunal de Bangui, la capitale. Blanche Sano. Ici à Bangassou, la petite cité peine à se réveiller parmi les vestiges d'un passé florissant. Les massacres ont endeuillé plusieurs familles et causé de nombreux déplacés. Le tribunal de Bangui a finalement condamné certains responsables anti-Balaka, mais les inquiétudes des uns et des autres n'ont pas été dissipées. En tout cas, on craint que toujours ces actes-là vont encore répéter parce qu'ils sont encore dans la ville. Les vraies victimes, les criminels, les natifs de cette ville, ils sont encore ici. À ces jours, seuls 145 déplacés ont pu regagner leur foyer. Le reste de la communauté musulmane, environ 2000 personnes, habite toujours le petit séminaire en face de la cathédrale où ils avaient trouvé refuge en 2017 sous la protection des casques bleus de la MINUSCA. Si j'ai un avis à donner sur ce procès, je dirais au mieux qu'on puisse boucler ce procès-là, parce que si on veut chercher à savoir qui a fait quoi, à mon avis, tout le monde est coupable parce qu'on était abandonné à l'époque par nos autorités. Un rapport d'experts de l'ONU souligne la responsabilité de plusieurs notables locaux dans l'organisation des massacres et aucun n'a été poursuivi. Malgré cela, de nombreux religieux estiment qu'il faut absolument réussir à désarmer les cœurs. On sent que les gens ne parlent pas assez de ces événements, les gens ne se prononcent pas assez, mais c'est que là, il faudra qu'on y arrive un jour. En attendant, il y a beaucoup de mécontents, autant chez les musulmans que les chrétiens. Et même s'ils approuvent les peines infligées aux 5 chefs de milice, la plupart se sentent en insécurité et abandonnés par l'État. Le président américain est arrivé ce lundi en Inde où le tapis rouge lui a été déroulé. Donald Trump y effectue une visite d'État de 2 jours destinée à nouer des relations commerciales entre les deux pays sur fond de conflit avec la Chine. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie de votre journal. Dans ce journal, Afrotech revient sur la première édition du Bamako Digital Days, un rendez-vous dont l'un des objectifs était d'accompagner les entreprises dans leur processus de transformation digitale. Plus de 150 nouveaux films ont été présentés cette année au Festival panafricain du film de Los Angeles, ici aux États-Unis. L'événement s'est achevé dimanche et Kiabadou nous en parle dans ce journal. Des hommages présentés comme une célébration de la vie. Des fans de Kobe Bryant célèbrent leur champion mort dans un accident d'hélicoptère fin janvier à Los Angeles. Et c'est l'heure de vous proposer notre rubrique Afrotech, comme chaque lundi, et c'est avec Arzouma Compaoré. Arzouma, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu cette semaine? Eh bien, on se rend tout de suite au Mali, où la première édition du Bamako Digital Day s'est tenue les 18 et 19 février, sous le thème « Booster sa productivité par le digital ». L'objectif était de lancer un appel à tous les auteurs, les acteurs donc, qui contribuent à l'économie du pays, afin de les accompagner dans le processus de transformation digitale de leur structure. C'est le ministère de l'économie numérique et de la prospective du Mali en personne, en collaboration avec l'agence Yelena et l'agence People Input, qui a organisé le forum en question. Les journées numériques de Bamako donc s'inscrivent dans le cadre du projet Mali numérique 2020, dont le but est d'œuvrer activement à la transformation numérique du pays. Et chaque lundi, Arzouma, un focus de la semaine. Oui, John, nous parlions tantôt des Bamako Digital Days. Eh bien, parmi les innovations qui y étaient présentées, il y avait l'AgriBox, une solution dédiée aux petits exploitants agricoles. Tene Nana Kouyaté est la créatrice de l'AgriBox. Elle nous a dit un peu plus. AgriBox utilise un décodeur Box TV pour ramener les services numériques directement sur le téléviseur des agriculteurs, vocalement en langue locale avec ou sans connexion Internet. Un agriculteur peut aujourd'hui voir sa production pourrir sous ses yeux, alors qu'à quelques kilomètres de son village se trouve un potentiel client, mais il n'y a aucun canal d'information. On a utilisé les meilleures technologies aujourd'hui utilisées et en tenant compte des réalités locales telles que le taux d'alphabétisation faible, le manque d'accès à Internet en milieu rural et également les revenus faibles des agriculteurs pour proposer une solution qui résout 3 problèmes majeurs auxquels ils sont aujourd'hui confrontés, c'est-à-dire le manque d'accès à l'information, à la formation sur les bonnes techniques culturelles et l'accès au marché pour écouler leur production. C'est ainsi que la solution AgriBox est née. À travers les formations que nous leur offrons avec des vidéos en langue locale, nous leur permettons de s'adapter aux effets des changements climatiques afin que cela n'impacte pas leur productivité. Voilà, rappelons donc que la solution peut être mutualisée donc par une coopérative de producteurs, et ce qui réduit nettement les coûts d'acquisition. Arzouma, qui dit Afrotech, dit aussi folie d'invention. De quelle folie d'invention parlons-nous? Alors John, cette fois, nous allons plonger dans l'univers des films documentaires avec une expérience inédite qui nous vient de Corée du Sud. Grâce à justement la réalité virtuelle, le documentaire intitulé Meeting You a permis à une mère de revoir sa défunte fille de 7 ans. La touchante réunion, diffusée en début février par la chaîne sud-coréenne MBC, montre une version numérique de la fillette recréée grâce à des photos et des souvenirs de sa mère. Un échange entre mère et fille rempli d'émotions qui aura permis à la première de dire une fois de plus à sa fille à quel point elle l'aime et qu'elle ne l'oubliera jamais. Pour Lee Yoon-suk, le directeur des studios Vive de Séoul, qui dirigeait donc le projet, l'un des objectifs du projet était de montrer que la technologie peut réconforter et réchauffer les cœurs. Quelques images donc de ce fameux documentaire et sur sa note que nous disons à la semaine prochaine. Et merci Arzouma et à la semaine prochaine. Et Yacouba Ouedraogo est avec nous, c'est pour démarrer une nouvelle semaine de couverture de l'actualité sportive. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John et bonsoir à tous. Et nous commençons avec les hommages rendus à Kobe Bryant et sa fille Diana. Des milliers de fans de Kobe se réunissent à Los Angeles ce soir pour commémorer la défunte star de la NBA et sa fille, près d'un mois après leur mort dans un accident d'hélicoptère. Le mémorial du Staples Center a été retenu pour ses hommages à Kobe Bryant. Kobe Bryant y a joué pendant 20 saisons avec les Lakers de Los Angeles. C'est donc un véritable nid de souvenirs. Début février, la famille a célébré les funérailles privées de Bryant, Kobe et sa fille Diana dans la plus grande discrétion. Et Kobe reste une star transcendante qui a rejoint la NBA à l'âge de 18 ans, tout droit sorti de l'école secondaire. Il a été 5 fois champion NBA et 4e meilleur marqueur dans l'histoire de la Ligue avec 33 643 points. Les Lakers ont retiré ses numéros de maillot le 8 et le 24. Triste nouvelle également sur le continent. L'Afrique du football pleure. L'ancien secrétaire général de la CAF, Amr Fahmy, est décédé hier des suites d'une maladie. Dans ces douloureuses circonstances, nous tenons à exprimer nos sincères condoléances à la famille du défunt et plus particulièrement à ses parents, son épouse et à sa fille. L'Égyptien a été licencié de son poste à la CAF en avril 2019. Après son départ, Fahmy a accusé Ahmad, président de la CAF, de corruption, détournement et harcèlement sexuel, des affaires qui sont toujours pendantes sur la table de la commission d'éthique de la FIFA. En fin d'année dernière, sous le slogan « Parce que l'Afrique mérite mieux », Amr Fahmy était aussi connu pour être le fils de Mustapha et petit-fils de Mourad et aussi ancien secrétaire général de la CAF. Et pour finir, en Égypte, plus de 4000 professionnels et coureurs débutants se sont rendus samedi dernier à Gizeh où ils ont participé à un semi-marathon autour du site des pyramides. Reportage. Une foule immense à perte de vue, des athlètes qui s'impatientent, professionnels et amateurs ont fait le voyage en Égypte pour prendre part à ces différentes courses touristiques. Cette année, nous avons eu 4200 concurrents venant d'Égypte, à 77 pays participants, 500 concurrents venus d'autres pays. Cela est bien sûr dû au fait que la course se déroule à côté des pyramides qui n'ont pas besoin de course pour que les gens les visitent. C'est sans doute la motivation première pour la plupart des participants à cette course, courir le long des vestiges de l'histoire. Je suis sûr qu'il y a d'autres touristes qui ont visité le pays, en particulier pour cet événement aujourd'hui. Je sais que lorsque je courais, j'avais le drapeau néo-zélandais avec moi. Beaucoup de Kiwis, beaucoup de Néo-Zélandais étaient venus me voir. C'est donc évidemment déjà un événement très international. Le semi-marathon comprenait 3 distances de 6, 10 et 21 km, sans oublier le marathon, 42 km le long des pyramides. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Au revoir. Merci, Yacouba. La 28e édition du Pan African Film Festival a refermé ses portes ce dimanche, créé par l'acteur et producteur Danny Glover. Ce rendez-vous du 7e art est le plus grand festival de films noirs d'Amérique. Et Kia Badou, notre envoyé spécial à Los Angeles, était sur place et revient sur l'événement. Plus de 150 nouveaux films provenant du monde entier, particulièrement d'Afrique, ont été présentés pendant 10 jours. Un court-métrage a fait sensation, Code Switch Film, signé de Singing Ojulu. La Soudanaise a remporté le prix du meilleur court-métrage. Je suis réalisatrice, productrice et actrice. Pour ce film, je réside à Los Angeles. Je suis née au Soudan et je suis venue aux États-Unis pour faire des films. Essentiellement parce que je n'avais pas de représentation de personnes noires comme moi. Présenté pour la première fois au public américain, D'Errance, le dernier film d'Apolline Traoré, primé au dernier FESPACO, a remporté lui un franc succès auprès du public. Les acteurs ont spécialement fait le déplacement de Côte d'Ivoire. Ce film, ça parle de la guerre en 2010, la guerre en Côte d'Ivoire. Et puis aussi, ça parle d'un père qui a quitté son pays c'est Haïti où il y avait la guerre, pour venir se réfugier en Côte d'Ivoire. Le reste, vous allez le voir au cinéma. C'est plutôt bien passé. Malgré le sujet qu'on abordait, parce que c'est encore très dur dans la mémoire des gens, parce que voilà, pour certaines personnes, ça a été horrible. Le Pan African Film Festival existe depuis 28 ans.
nous avons comme mission de faire entendre toutes les voix panafricaines du monde entier. Je parle de communautés, aux pays noirs, nous écoutons toutes les voix et nous les présentons. En tout, selon les organisateurs, ce sont 56 pays qui ont été représentés. De nombreuses thématiques ont été abordées, telles le mariage forcé, l'inceste, le mauvais traitement dont sont victimes les albinos sur le continent africain, ou encore la quête de l'Eldorado fantasmée en Occident au prix d'un voyage périlleux, voire mortel, via le désert nigérien. Une diversité de thèmes chers au festival. Merci Ekia. Voir un homme qui coiffe une femme n'est pas une pratique courante en Afrique où, dans certaines sociétés, le métier de coiffeur est mal vu. Au Mozambique, Kadino Chipanga a engagé un combat de changement de mentalité dans ce domaine. Il a fait de l'entretien des dreadlocks des femmes sa spécialité. Découvrons son univers avec Salwa Jafari. Il y a 20 ans, Kadino Chipanga a décidé de se lancer dans un métier considéré comme tabou au Mozambique, celui de coiffeur pour femmes. Sa spécialité, les dreadlocks. L'idée était de créer un salon dont l'objectif est de s'occuper des cheveux naturels. À l'époque où personne ne s'en souciait plus, les gens utilisaient de plus en plus des produits chimiques et des cheveux synthétiques. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase où les gens utilisent davantage des cheveux humains provenant d'autres origines, mais pas d'origine africaine. Aujourd'hui âgé de 38 ans, Kadino est propriétaire de Carapina, une petite entreprise qui compte 3 salons à Maputo et une gamme de produits capillaires. Ces salons ont inspiré les personnes aux cheveux chimiquement défrisés à adopter la tendance des dreadlocks. C'est vrai, dans le temps, on voyait une personne avec des dreadlocks et on les trouvait étranges, une aberration. Elles nous semblaient être des personnes bizarres. Mais avec le temps, nous avons réalisé que c'était des gens normaux, comme nous. Et maintenant, nous faisons aussi des dreadlocks. Pour conserver les cheveux naturels, il fabrique ses produits capillaires, y compris du shampoing, en utilisant une plante appelée nlelo, ou épine du diable. Une ressource qui était utilisée par sa mère et sa grand-mère et qui pousse en périphérie de Maputo. En plus d'une nlelo, ce maître de la coiffure utilise le tournesol et la noix de coco comme ingrédients. Le produit est utilisé au salon et par beaucoup d'autres personnes. Le produit est fabriqué à Indiaman et ici à Maputo. Nous avons un distributeur appelé Mozambique Trade. Et de là, les produits sont acheminés vers les supermarchés, et les boutiques de cadeaux et autres salons de coiffure. Ils sont également disponibles dans la province et nous les distribuons lentement sur le marché international. Les dreadlocks en Afrique sont souvent associés au rastafarisme. Plus maintenant. N'importe quelle femme peut se faire pousser une rasta. Il suffit de faire un tour du côté de chez Kadino. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Bonsoir.